4 heures libérées et après je la ferme pour, améliorer la vidéo et aussi comme ça, c'est bien parce que quand je fais des lives comme ça, j'aime bien que les gens soient présents pour, animer en fait, qu'ils puissent poser des questions. Aujourd'hui, notre sujet de discussion, c'est un sujet très, très intéressant et je pense que c'est un sujet aussi que, inquiète beaucoup de mamans. Donc, bonsoir à toutes. On va parler aujourd'hui de langage et l'autisme. Je vous remercie d'être présente ici avec moi. Je vais vous donner un contexte, en fait, de quoi exactement on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler, une explication très rapide sur l'autisme. On va parler des défis les plus courants du langage et du coup, là, on va échanger un peu et après, on va aussi parler des solutions, comment, à niveau des recherches scientifiques qu'on a aujourd'hui, les résultats de recherche, comment on peut aider ces enfants à améliorer leur communication et leur langage. Les étapes, en fait, qu'on doit passer pour que cet enfant, il arrive à mieux communiquer, à être en interaction avec le monde. Donc, heu, à la fin, on va faire une question-réponse entre nous pour pouvoir du coup, échanger et que je puisse vous aider dans vos démarches, personnelles avec vos enfants. Donc, je vais commencer avec une explication, simple de l'autisme parce qu'on est tous au courant de qu'est-ce que c'est l'autisme. Mais j'aime bien toujours reprendre cette notion parce que je trouve que c'est cette notion, en fait, qui peut nous maintenir debout. L'autisme, c'est, un trouble du neurodéveloppement. Ça veut dire que le cerveau de nos enfants, le cerveau des autistes adultes, en fait, heu, quand il initiait, en fait, son développement, il était pas comme les autres, en fait. Sa morphologie, elle est différente. Donc il y a certaines parties du cerveau qui se connectent pas comme, le cerveau un enfant typique, un enfant ordinaire et nous-mêmes les adultes. Donc on va avoir des certaines différences qui sont bien sûr provoquées par une question des bases génétiques qui va plus ou moins être accentuée ou être, hem, on va dire le degré en fait des troubles et il va être impacté aussi par des questions qui se passent pendant la grossesse et aussi pendant la naissance, l'accouchement de l'enfant, les premiers jours de vie de cet enfant. Ça, c'est ce que la science, elle nous dit. Donc en sachant que le cerveau, il fonctionne différemment, on est obligé de parler d'intervention précoce. Donc, je suis là avec un drapeau pour l'intervention précoce et aussi pour l'intervention qui passe par les parents. Parce que en France surtout, on n'a pas beaucoup d'interventions précoces, on n'a pas beaucoup d'interventions pour aider nos enfants. Donc, aujourd'hui, on va parler du langage en fait qui c'est une des principales façons de communiquer. On va avoir le langage verbal, qui c'est le langage, qui communique une action et on va avoir le langage non verbal c'est considéré par les orthophonistes en général, le langage qui utilise pas la parole. Ici, je vais diviser en 2 parties, d'accord? Ce qui a de la parole, c'est le verbal et ce qui n'a pas de parole, c'est le non-verbal. Donc c'est la façon la plus importante des communications des êtres humains, c'est le langage et du coup, on peut, avoir différentes formes de communication. On peut communiquer par les gestes corporels, on peut communiquer par, par le regard, on peut communiquer par,
utiliser des images, des pictogrammes, des objets, des mouvements. On a plusieurs façons de communiquer et les enfants autistes, qu'est-ce qui se passe avec leur petit cerveau? En fait, dans le trouble de l'espectre autistique, on va avoir un trouble de langage. Parce que pour avoir un diagnostic d'autisme, la personne, elle doit, suivre certains critères et un des critères, en fait, c'est que la communication de cette personne, elle est pas adaptée. Elle a un problème de communication. En général, on va parler que les enfants autistes, ils parlent plus tard. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas parler. Ça veut dire que la difficulté d'échange fait que le langage, il est en retard et des enfants, ils vont apprendre à parler, plus ou moins. Par contre, on va avoir toujours un trouble de langage. Un langage qui n'est pas fonctionnel parfois, un langage qui est c'est un langage mal placé vis-à-vis de l'autre et parfois, on va vraiment avoir zéro langage. Ça veut dire que cet enfant, il va pas communiquer, il va pas communiquer. Il va il va pas comprendre l'objectif, en fait, de la communication et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous amener, en fait, quelque chose qui je trouve qui c'est très important pour les parents, pour les mamans de savoir. Pourquoi les enfants autistes, ils ont un retard de langage. Pourquoi les enfants autistes, ils parlent pas? Pourquoi ils font de l'écholalie? Pourquoi le langage, elle est pas fonctionnel? En fait, les enfants autistes, ils connaissent pas la fonction ou l'objectif d'un échange. Leur cerveau, il est pas capable de naturellement trouver l'intérêt de la communication. Pourquoi? Déjà, en première ligne, ils ont pas d'observation lors des comportements des parents quand ils sont bébés. Donc, la relation entre les parents et le bébé, l'enfant autiste, c'est une relation qui va être beaucoup plus dans la lecture des signes de la maman et du papa envers le bébé et beaucoup moins la lecture des signes corporels, par exemple, du bébé envers les parents. Je vais vous expliquer comment ça se passe. J'ai un bébé qui a faim. Donc, la maman, elle va se percevoir que ce bébé, il a faim ou elle va mettre en limite, par exemple, que tous les 4 heures, elle va lui donner le biberon. Donc, la maman, elle donne le biberon au bébé tous les 3-4 heures, mais ce bébé, il n'est pas intéressé du tout par le comportement de la maman, de préparer le biberon, de mouvement d'aller en cuisine, le mouvement de prendre le biberon. Il va pas s'intéresser à ça. Peut-être qu'il va être intéressé à l'objet biberon, mais il va pas lire les signes, en fait. Il Quand il pleure, par exemple, il a faim, j'ai faim. Le bébé, il a faim, il va pleurer parce qu'il va dire qu'il a faim. Heu, il va pas être capable de s'apercevoir que la maman a compris son message, ses messages et c'est ça que les enfants typiques, ils ont, en fait et ils lisent, en fait, les comportements des parents. Ils lisent, en fait, le visage, ils lisent le regard et à partir de cette lecture qu'ils font, ils vont développer une communication corporelle qui est extrêmement importante et qui pour ça, on va la communication corporelle la plus connue, c'est le pointage des doigts. Ça, c'est une communication corporelle, c'est un langage pour dire: «Moi, j'ai vu ça». Donc il pointe du doigt, c'est naturel. «Ah mais mon enfant, il a 24 mois, il pointe pas de doigt, qu'est-ce que j'ai fait?» Bon, déjà, il est en retard des langages parce que c'est un langage non verbal. Il y a ce retard, en fait et du coup, nous,
On va intervenir et ça, c'est bien expliqué, en fait, dans mon webinaire «Je t'aide à parler». C'est un webinaire qui est disponible, hein, pour un prix, symbolique, mais c'est bien expliqué comment on transforme le langage non verbal en langage verbal. C'est pas notre objectif aujourd'hui. Donc, pourquoi c'est un problème, heu, un enfant qui parle pas? Un enfant qui communique pas, je parle même pas de parole, je parle des communications. Maintenant, je vous demande votre attention parce que cette dynamique, elle impacte plusieurs d'entre nous et elle est invisible. C'est la dynamique, en fait, qui fait nos enfants continuer à ne pas communiquer et continuer à ne pas parler. Qu'est-ce qui se passe? Nos enfants, heu, ils ont des comportements parfois, heu, des communications qui sont pas adaptées. Par exemple, mon fils, il est frustré, il sait pas dire qu'il est frustré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier, il va pleurer, il va avoir une crise pour communiquer qu'il est pas content, qu'il est frustré. Mais il sait pas dire pourquoi il est frustré. Il va juste communiquer: «Je suis frustré». Nous, les parents, on va lire les signes et on va essayer, avec beaucoup de difficultés parfois, de comprendre pourquoi notre enfant communique en criant, pourquoi il pleure et pourquoi il est en crise. Il est en train de communiquer d'une façon inadaptée et nous, en fait, autant que parents, avec une cognition plus développée que la cognition de cet enfant, on va lire les signes des frustrations et on va identifier pourquoi il est en crise. Et on est super fiers. «Regarde, mon fils, il est en crise et je sais pourquoi il fait la crise». Pour éviter cette crise, qu'est-ce qui moi, autant que mère, moi, autant que père, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'éviter ces crises-là et moi, je vais essayer de laisser mon enfant tout le temps satisfait. Donc, je veux pas de crise, je vais essayer de satisfaire, en fait, ses besoins avant qu'il y a une crise. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas du tout faire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que notre enfant, il a tous ses besoins, il est satisfait, il n'a pas de manque, il n'y a pas faim, il n'y a pas soif, heu, il est à la télé quand il veut, ses jouets préférés sont à sa disposition. En fait, de plus en plus, au fur et à mesure que le temps y passe, notre enfant, il est coupé du monde. Parce que la seule chose qui pouvait vraiment motiver notre enfant à communiquer, c'était le besoin. Et si nous, autour de lui, on les satisfait tous ses besoins, cet enfant, il va pas avoir des motivations pour communiquer. Et ici, je parle même pas que de la parole, hein, je parle de la communication non verbale, de l'utilisation des pictogrammes. Et donc là, c'est vraiment quelque chose et c'est pour ça que j'ai fait ces lives aujourd'hui avec vous. C'est parce que je veux vous donner la conscience de l'importance des parents dans le développement du langage, d'un enfant TSA. Donc, comment je vais faire, Jésus, si mon enfant, quand il est pas satisfait, il fait des crises? Il pète un câble, je peux pas sortir avec lui, on peut rien faire, il crie, il pleure, il se jette par terre. Donc il faut qu'il ait ses besoins, en plus ou moins satisfaits. Comment je fais? En fait, vous allez l'apprendre à communiquer. Vous allez renforcer ses comportements de communication et du coup, là, on rentre, dans une partie, des solutions. Comment on solutionne la question de la communication avec notre enfant? Donc, cet enfant, il est pas habitué à prendre des décisions. Cet enfant, il suit juste les ordres et la routine que la maman
place pour lui, mais il n'y a aucun intérêt de communiquer avec sa famille, avec ses parents, à part ces crises. Donc, c'est là qui s'installent les comportements des filles. C'est toujours, ou la majorité du temps, lié à une question de communication. Ah, j'ai dit, mais je pense que mon fils, parfois, il a des crises à cause du sensoriel, à cause de la question sensorielle. Oui, peut-être ça. Il est dans un environnement très, bruyant. Il est dans un environnement très, stimulant et du coup, mon fils, il va avoir une crise parce qu'il supporte pas cet environnement. Mais si ton enfant, il est capable d'identifier et de communiquer, d'avoir un langage pour dire qu'il se sent pas bien, on va éviter la crise. Vous voyez? Donc, s'il est capable de dire qu'il n'est pas bien, s'il est capable de dire qu'il est frustré, s'il est capable de dire que ça va pas, il va être capable de communiquer, d'avoir un langage et du coup, les crises, elles vont réduire. Est-ce que c'est du jour au lendemain? Non, c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail. Parce que le gros problème, c'est que les enfants autistes et même les adultes parfois, ils ont pas la compréhension que quand moi je parle, je vais donner un message, l'autre personne, elle va être capable de prendre mon message et répondre à ça. Ils ont pas cette notion. Ça, il faut que ce soit expliqué à cet enfant. Mais avant tout ça, on va donner des moyens de langage à cet enfant, des moyens de communication. C'est quoi ces moyens? Il y a 2 façons de donner des outils de communication et de langage à un enfant autiste. D'abord, je vous dis tout de suite que discuter avec cet enfant, parler plusieurs fois, punir, crier, ça en fait, vous pouvez avoir un résultat le moment présent, mais c'est pas quelque chose qui va être acquis pour l'enfant. Donc, il y a 2 façons de communiquer avant la parole. La première façon de communiquer, c'est la façon des messages corporels. Donc ça, on apprend depuis tout petit, cet enfant, une communication corporelle, c'est quoi? Si mon enfant, il fait quelque chose de bien, je vais forcer avec mon regard, souriante, je vais le regarder, même si je suis obligée d'amener un objet comme ça pour m'approcher de lui et je vais sourire. Je vais faire des expressions vraiment théâtrales pour cet enfant comprend, en fait, il va comprendre que la langage corporel, elle marche aussi. Donc, ça, c'est la première chose, langage corporel. Si mon enfant, si je lui donne de l'eau tous les 5 minutes, tous les 10 minutes, tous les 12 heures, mon enfant, il va pas avoir soif. Au moment où mon fils, il peut, à niveau corporel, dire qu'il a soif, qu'il peut pointer le doigt, qu'il peut faire une triangulation des communications, je vais les féliciter. V Tu m'as demandé de l'eau, tu as soif, donc bravo, je vais faire mon corps montrer que j'ai en train de communiquer quelque chose de positif. Ça, c'est la communication corporelle et après on va si l'enfant il est pas verbal du tout et si l'enfant il y est verbal comme mon fils qui parfois il va prendre ma main, il va vouloir tourner mon visage pour parler avec moi, il faut que je donne aussi des outils pour qu'il puisse apprendre à faire ça de façon plus corporelle. «Maman, est-ce que tu peux venir ici?» «Oh maman, est-ce que tu peux me regarder?» «Tu peux m'aider?» C'est de la communication corporelle. J'ai noté plein de choses, hein, parce que sinon je vais oublier, tout ce que j'ai à dire. Donc je vais vous donner un exemple en fait, d'un enfant oral, verbal.
Je vais vous donner 12 exemples, 12 situations qui sont très intéressantes pour que vous puissiez observer, comment ça marche en fait, la mise en place, notre mise en place de des outils ou de comportements à nous, qu'on pourra changer pour aider nos enfants. Là, je vais vous donner un exemple d'une petite fille. Cette petite fille, elle est non-verbale et elle a un problème parce qu'à chaque fois qu'il faut manger à table, cette fille, elle mange pas. Elle mange pas, elle prend un truc à manger, elle va à droite, à gauche, elle fait le tour, elle vient, elle reprend à manger. Donc, il y a toujours à disposition des gâteaux dans la cuisine, il y a toujours à disposition de son yaourt. Et les parents, ils trouvent super bien qu'elle est autonome et qu'elle va manger l'heure qu'elle veut. Et par exemple, quand c'est l'heure de manger à table, ils pensent: «Non, mais c'est le sensoriel, elle n'arrive pas à s'asseoir, donc cette fille, elle a pas besoin, de s'asseoir en famille pour manger». Sauf que quand cette fille, elle va à l'école, il faut qu'elle s'assoie pour manger à la cantine, par exemple. Quand elle est chez sa mamie, quand elle est chez sa tante, il faut qu'elle s'assoie. Et ça fait partie, regarde le problème de langage qu'on a pour un enfant qui s'assoit pas pour manger. Ça, c'est un problème des langages, c'est un problème des communications. Bien sûr, on peut avoir des hypotonies musculaires, on peut avoir plein d'autres choses. Mais le langage, il peut beaucoup faciliter la les choses. Parce qu'à partir du moment qu'on donne, des options et des ordres pour cet enfant qu'il est capable de comprendre, en fois de dire tout le temps: «Assieds-toi, viens t'asseoir, regarde, il faut s'asseoir, papa il est assis, viens t'asseoir, il faut manger assis, mange comme ci, mange comme ça». Ça, c'est incompréhensible pour un enfant. C'est plus troublant qu'autre chose. Avant de passer par la parole, on doit passer par des autres étapes. Donc ça veut dire que cet enfant, d'abord, il va pas avoir accès à la nourriture toute la journée ou quand il veut dans les armoires. Il va pas avoir cette autonomie, cet accès. Il faut que cet enfant, il apprenne l'importance de la communication. Donc, avant d'arriver au moment de la table, l'enfant, il va comprendre que pendant la journée, il y a le moment du goûter et du coup, ces moments-là, la maman, elle visuellement, elle va proposer à l'enfant qu'est-ce qu'il veut manger. S'il veut du jus ou de l'eau, en utilisant des pictogrammes, par exemple. Et on va faire que cet enfant, il puisse pointer du doigt. Pareil pour l'heure de manger. Il faut, hem, il faut anticiper l'heure du repas. Beaucoup plus avant, 30 minutes avant ou après que l'enfant arrive de sa thérapie, de l'école, il va savoir qu'à telle heure, il va manger et que pour manger, il faut s'asseoir. Donc, il va avoir des pictogrammes pour sa routine. D'ailleurs, les pictogrammes, ça, je change tout le temps pour mon fils, hein, parce que sinon, pour que ça soit de la nouveauté. Donc, les pictogrammes, pour sa routine, à telle heure, ici après la douche, on va manger. Qu'est-ce qu'on va faire si l'enfant il s'assoit pas du tout pour manger? On va décrypter le comportement de s'asseoir pour manger. Et alors, si l'enfant il s'assoit pas, il mange pas. Donc en fait, pour communiquer ces moments de la journée, il faut que ça soit visuel avec peu de paroles. On va pas trop parler avec l'enfant, mais on va laisser plutôt lui utiliser les pictos pour s'exprimer. Il y a une chose que je vais vous dire ici, que à partir du moment où nous, les parents, on s'exprime trop, on donne pas la place de l'enfant pouvoir s'exprimer. Donc ça veut dire que si la fille, elle accourt à droite, à gauche avec son petit plat de bonbons ou son petit plat de je sais pas quoi, ses préférences à manger, si cette fille, elle fait ça et moi, je suis derrière en train de dire: «Ah mais il faut que tu t'assoies. Viens, tu vas t'asseoir. Ah non, mais il faut pas manger comme ci. Viens, maman, elle fait ci, maman, elle fait ça». On va charger cet enfant d'informations qu'elle comprenne pas et on va pas donner la place
que cet enfant il puisse s'exprimer. Donc la première partie pour régler un comportement comme ça, c'est de trouver un outil sur lequel l'enfant, il a la compréhension et il puisse s'exprimer. On va lui donner l'opportunité de communication. Et comment on commence une opportunité de communication quand on parle des routines, des pictogrammes ou d'organisation du repas, etc. On va utiliser le choix. D'abord, on va mettre 12 images et on va dire l'enfant, il va être obligé de choisir. C'est pas à nous de venir dans la cuisine et poser en fait ce qu'il va boire. On peut faire le choix avec un verre. Regarde, un verre en plastique, un autre verre en verre et on propose: «Tu veux le verre en plastique ou tu veux le verre?» Vous voyez l'importance, cet enfant, il va tout de suite regarder parce que c'est pour lui de choisir, c'est à lui de s'exprimer. Donc à nous les parents de donner l'opportunité de cet enfant s'exprimer. Ça, c'est la première chose. Attends, du visuel, à partir du visuel qu'on est capable de dire d'attirer l'attention, comme je vous dis. Quand je montre le visuel, l'enfant tout de suite va nous regarder, plutôt que d'essayer de mettre l'enfant assis, crier sur l'enfant, changer sa nourriture dans l'assiette et cetera. Anticiper et proposer ce qu'il va avoir, c'est la première chose. Ici, l'enfant, il n'est pas assis à table, on peut commencer déjà avec le comportement de s'asseoir. Par exemple, s'il n'est pas assis avec les adultes à table, on peut commencer, par exemple, par le goûter ou le moment où il arrive de l'école. On va lui donner déjà à manger quand il est assis dans sa petite table de travail, par exemple. C'est toujours une adaptation pour acquérir des petits comportements qu'on va augmenter. Voilà. Donc, je voulais parler aussi d'une autre question. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est un exemple personnel de mon fils, Francisco. Lui, il est verbal, mais il fait beaucoup de écolalie tardive. J'ai dit, c'est quoi l'écolalie tardive? La majorité des enfants autistes, ils vont faire des écolalies. L'écolalie, elle peut être non fonctionnelle, mais elle peut être parfois fonctionnelle. Et l'écolalie, elle est aussi une opportunité d'apprentissage des langages. Je vais vous expliquer. Mon fils, il est verbal, il fait beaucoup d'écolalie tardive. Quand il regarde des dessins animés, il va prendre des phrases de ces dessins animés, des phrases plaquées, et après il prend ces phrases en écolalie tardive, il va répéter ces phrases, en fait, dans des situations qui trouvent que c'est adapté pour cette phrase. Donc il y a une phrase qu'il utilise beaucoup en ce moment, qui a regardé dans un dessin animé. Et c'est pour ça que parfois je laisse mon fils regarder les dessins animés parce qu'il peut interpréter ce qui se passe à la télé et après amener les paroles envers nous et envers son quotidien et faire des généralisations. Parce que lui, il est verbal. Bien sûr que je laisse pas mon fils à la télé plus d'une heure par jour, par exemple. En semaine, quand il est à l'école, il regarde pas forcément la télé, il regarde les mercredis, les week-ends. Mais du coup, par exemple, il utilise la phrase: «Tu cherches la bagarre». C'est ça la phrase qu'il utilise: «Tu cherches la bagarre». Sauf qu'il y a un geste en fait, c'est le geste de prendre quelqu'un par, le t-shirt, par le blouson. Donc s'il est contrarié, si j'ai dit: «Non, maintenant on va pas faire comme ci, on va pas faire comme ça», il vient directement vers moi, il prend mon t-shirt, il va dire: «Tu cherches la bagarre». Donc vous voyez, ça, c'est du langage. C'est une écolalie fonctionnelle et c'est du langage. Par contre, est-ce que ce langage est adapté?
elle n'est pas adaptée parce que Francisco, il a fait ça avec sa psychomotriciste, il a fait ça avec ses collègues, il a fait ça avec une enfant inconnue dans un parc. Donc, c'est pas du tout adapté. Comment je vais solutionner ces problèmes? Donc, le défi, c'est avoir une communication, avoir un langage pas adapté, et ça, c'est souvent avec les enfants autistes. Comment je vais faire pour changer ça? D'abord, je vais pas crier dessous, d'abord, je vais pas les taper, d'abord, je vais pas les punir. Je vais juste les dire: «Écoute, là, je pense que tu es en zone», je les laisse compléter parce qu'il connaît déjà les zones de le rouge, le vert, le jaune, en fait, du thermomètre des émotions qui d'ailleurs est disponible pour celles qui veulent l'avoir, qui veulent l'acheter à 3 €, hein. Mais Francisco, il faut qu'il identifie, en fait, il sait déjà identifier. Donc la première chose qu'on il fait comme ça, je lui dis: «Écoute, tu es en quelle zone là?» «Et je suis en rouge». En rouge, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, il se rend compte maintenant. Parfois, il va encore faire un petit peu des bazars et cetera, il va crier un peu. Je viens avec ça. Quand on est en rouge, c'est interdit de crier. Je juste veux dire ça. Ces moments-là, je vais dire ça. Après, dans un autre moment, quand il est calme, quand on est en train de faire quelque chose, je vais revenir là-dessous. Je vais dire: «Écoute, tu vois, quand on est en colère, on ne doit pas crier du tout. C'est trop bien d'être calme, de revenir envers parce que sinon les personnes, les enfants, ils vont pas vouloir jouer avec toi. Tu aimes bien être tout seul?» Toujours ça, bien sûr, pas dans le moment de crise. Donc vous voyez, ça pour lui, il comprend très bien qu'il s'est interdit de crier. Donc je communique avec lui d'une façon qu'il comprenne, d'une façon qu'il sache en fait par la répétition qu'il peut pas faire ça. L'écolalie, elle va réduire de plus en plus parce que quand il est fait, j'ai dit: «Inadapté, c'est non». Et après aussi, avec une information visuelle, je pourrais, sans rien dire, lui proposer: «Regarde, tu es en rouge, est-ce que tu peux venir en jaune? Peut-être en vert?» Donc ça, c'est un langage. Lui, il va pouvoir comprendre le message. C'est ça l'objectif, en fait, c'est que notre enfant, il puisse comprendre le message, il puisse savoir que pour nous, c'est important d'avoir ces messages. Donc vous voyez ici, c'est les options. Qu'est-ce qu'il peut faire pour revenir en vert, pour revenir en vert ou peut-être en jaune? Donc, ça, c'est une communication. Et mon fils, il est verbal. Mon fils, il parle, mais il en a besoin d'un support visuel pour comprendre et pour pouvoir améliorer son langage, améliorer sa communication. Tout simplement parce que la partie du cerveau des enfants autistes, des personnes autistes, elle n'est pas capable de lire les codes sociaux. Elle est pas capable de lire la communication, heu, corporelle de l'autre. Ils sont pas capables de lire tout seuls. Donc nous, on va petit à petit les présenter et les montrer qu'est-ce que c'est la communication et l'importance de bien communiquer. Il y a la qualité de la communication aussi qui c'est importante. Donc ces 12 exemples que je vous donne, en fait, je viens toujours vous montrer l'importance de passer par la communication corporelle et la communication, par pictogramme visuel avant de venir à la parole. Même si cet enfant est verbal, même si cet enfant, il est verbal. Donc maintenant, je vais vous parler sous la question
l'impact de la question sensorielle, pour un enfant, pour le langage de l'enfantesse. Mais avant de parler avant de parler du langage, avant de parler de ces sujets, c'est mon chien qui est rentré dans la chambre. Avant de rentrer dans ces sujets-là, je voulais quand même vous poser la question: est-ce que vous avez des défis particuliers concernant le langage? Si vous avez des défis particuliers, vous pouvez communiquer ici et on va essayer de parler vite fait sur cette question. En général, les parents, ils viennent avec une question: «Mon fils, il ne parle pas, est-ce qu'il va être capable de parler?» Je peux vous dire que la majorité des cas, si on n'a pas des syndromes graves, si on n'a pas, dans un cas d'autisme sévère syndromique, l'enfant, il est capable de parler, surtout avec l'action intensive. Donc, l'action intensive, c'est quoi? L'action intensive, c'est chaque opportunité d'échange avec cet enfant, c'est une opportunité d'apprentissage de langage à la maison. 30 minutes d'orthophoniste par semaine et je vous répète ça tous les jours, c'est possible. C'est pas assez pour développer le langage d'un enfant. C'est pas du tout assez. 30 minutes dans une semaine, combien d'heures on a par semaine? On a déjà 24 heures par jour. On va dire qu'il dort 8 heures. On va avoir quoi? 16 heures par jour et on va avoir 30 minutes par semaine d'orthophoniste? C'est pas possible. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est important de prendre les apprentissages des enfants autistes du langage en main. Donc, si vous avez des défis que vous voulez me proposer ici en live, je peux vous répondre. Je vais continuer, du coup, par rapport à la question de la frustration et les crises, et ça dans le contexte de langage des enfants autistes. Quand l'enfant, il n'arrive pas à communiquer, c'est très compliqué d'amener cet enfant à une communication sociale. Donc, si j'ai un enfant de 3 ans qui parle pas, mais qu'il arrive à communiquer, à trouver de l'importance dans l'échange avec l'autre, et ça, c'est le plus important qui parfois sortir un mot de sa bouche, c'est de trouver l'importance dans la communication envers l'autre. Toujours dans le contexte que je viens de vous expliquer au début du live, qui c'est un enfant qui a tous ses besoins satisfaits, il va pas trouver l'importance de communiquer. Donc, si cet enfant, il est toujours privé des échanges parce que à chaque fois qu'il échange, il est frustré et du coup, la frustration provoque des crises et du coup, les crises vont empêcher la communication avec le monde. Cet enfant qui a 3 ans et qui est empêché de communiquer avec le monde parce qu'il fait des crises, cet enfant, quand il est à 10 ans, c'est un enfant qui va pas avoir des communications. C'est un enfant et aujourd'hui, les enfants qui sont pas euh, passés par des interventions, ces enfants qui passent pas par des interventions, ce sont des enfants qui, à l'âge de 8, 9, 10 ans, c'est des enfants qui connaissent pas du tout une façon de communiquer et qui vont avoir une vie coupée du monde. Donc, nous, autant que parents, on doit parler moins et présenter plus d'outils de communication à ces enfants. Donc, quand on parle des difficultés des langages, on va parler aussi des comportements envahissants et on va parler aussi des comportements agressifs. Et ça va monter en fait. Mon fils de 6 ans, il dit juste des mots, mais avec une voix basse.
il chuchote, mais est-ce que ton fils, il parle des mots pour communiquer quelque chose? Est-ce qu'il utilise des mots pour répondre à une question que vous posez? Est-ce qu'il parle des mots pour demander de l'eau? Est-ce qu'il parle des mots pour demander à manger? Est-ce qu'il y a une fonctionnalité par rapport à ces mots qu'il dit? Parce qu'ici, il y a de la fonctionnalité, c'est très bien, parce qu'on peut quand même utiliser, des pictogrammes pour communiquer, on peut utiliser l'OPEX, on peut utiliser la communication alternative augmentative. Parfois, on n'a même pas besoin d'avoir tous les pictogrammes en même temps. On peut commencer petit à petit avec les pictos, mais on doit donner l'opportunité de nos enfants de s'exprimer parce que c'est cette compréhension, en fait, qui les manque. Voilà, donc on va continuer à parler des alors, bon, on va parler maintenant des stratégies et des ressources pour les solutions. Les spectres de l'autisme, c'est vraiment, très large et on va avoir des enfants qui vraiment n'ont aucun intérêt de communiquer, zéro intérêt de communiquer, mais parfois on va avoir des enfants, qui ont une capacité de communication beaucoup plus importante, à niveau même du langage verbal et ces enfants, heu c'est pas parce qu'ils parlent, en fait, qu'ils vont pas avoir des troubles, des langages et des problèmes aussi à niveau social. Donc, pourquoi Jay-Z en fait tout ça? Pourquoi on doit trouver des solutions? Pourquoi pas accepter mon enfant comme il est? Pourquoi pas accepter la façon de communiquer que nous on a trouvé ensemble parce qu'on se comprend? Parce que c'est extrêmement important de de permettre à nos enfants d'être chaque jour plus autonomes, d'être chaque jour plus fidèles, en fait, à ses envies et aussi plus fidèles, en fait, à leur façon d'être. Parce qu'à partir du moment où notre enfant, il a pas de déficience intellectuelle, qui comprend tout ce qui l'entoure. C'est juste une question d'interface. Il comprend tout dans sa tête, c'est un cerveau qui travaille vite, mais à partir du moment où il en a besoin d'échanger avec nous, échanger avec le monde, il trouve d'abord pas l'intérêt et deuxième chose, il sait pas comment faire. Donc on a 2 questions ici pour trouver des solutions à nos enfants. La première question, c'est la motivation de la communication, qui est à nous de donner une motivation pour qu'il ait envie de communiquer et la deuxième chose est comment il va faire cette communication? Comment il va développer son langage? Comment il va dire ce qu'il a envie de dire, ce qu'il pense dire? Comment il va échanger avec nous? Donc d'abord, la motivation et la deuxième chose, comment il va faire ça? Comme je vous dis, on va trouver des solutions pour faire ça. Les premières choses qu'on va faire, c'est la communication corporelle. On va communiquer corporellement avec lui. On peut utiliser quelques signes pour donner une communication. Donc par exemple, notre enfant, il a envie de manger quelque chose, il va dans la cuisine. Pourquoi j'utilise toujours manger comme exemple? Parce que la nourriture est quelque chose de très motivateur pour un enfant. Il n'arrive pas à ouvrir l'armoire. Parfois, il va essayer d'ouvrir, il va essayer de cacher les choses, il va essayer de mettre par terre et cetera. Ou il va nous venir prendre comme ça, parce qu'il a envie de manger, il va nous amener en cuisine. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va gentiment enlever sa petite main
et on va dire: «Tu veux manger?» «Manger» et du coup, cet enfant, peut-être qu'il va s'énerver à un moment donné, peut-être qu'on ne sait pas s'il parle pas normalement, il s'énerve. S'il parle, peut-être qu'il va répéter, il va faire l'écolalie. «Manger». «Ah, tu veux manger?» Donc du coup, on s'élève et on va lui donner à manger. Comme ça, corporel. Il peut imiter, il peut montrer avec son corps qu'il a envie de manger. Donc pareil, si cet enfant il a besoin d'aide, il est en train d'essayer d'ouvrir un jouet, on va intervenir et on va dire: «Tu as besoin d'aide? Tu veux que je t'aide?» Donc peut-être qu'il va nous prendre, peut-être qu'il va nous donner le jouet. À partir du moment où il demande d'aide, aide. Très bien, je vais t'aider et on va aider l'enfant. Donc après, on va avoir le langage visuel à partir d'utilisation des pictogrammes, de PECS, etc. Et le langage verbal, tout ce qu'on parle en fait, ça va être quelque chose qui vient après. Peut-être que nos enfants, ils parlent, mais ils expriment pas vraiment, heu, correctement. Ils font beaucoup d'écolalie ou heu, ils font beaucoup des bruits de bouche, par exemple et du coup, ces bruits de bouche, ils vont nous servir de des initiations des communications. Ils vont nous servir des initiations des communications parce qu'à partir du moment où l'enfant, il fait des bruits de bouche, on pourra intervenir avec lui, on pourra l'imiter et initier en fait, en jouer avec ces bruits de bouche en fait. Mon fils, il fait beaucoup ça. Par exemple, il fait des bruits de bouche, je vais l'imiter et après il va comprendre que c'est à lui de m'imiter et ça gère en une façon de jouer, une façon d'amusement, une façon de langage et du coup, là, c'est une motivation et un intérêt pour que l'enfant, il vienne vers moi avec sa façon de parler, de faire des bruits et cetera. Donc, stratégie non verbale, stratégie, corporelle et visuelle sont non verbales et après, je vais vous donner aussi une autre, stratégie qui c'est très importante, très, très importante, que c'est le travail des tables, les apprentissages. Parfois, nos enfants, on va dire un mot, par exemple, on va dire: Est-ce que tu peux, Francisco, chercher pour moi le livre?» Parfois, on ne se rend pas compte, mais notre enfant, il connaît pas qu'est-ce que ça veut dire livre. Notre enfant, il connaît pas qu'est-ce que ça veut dire chercher. Notre enfant, ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, jouer, la classe des jouets. Dans la classe des jouets, on a les poupées, on a les voitures, on a cette compréhension des langages, pour eux, parfois, c'est très complexe parce que s'ils interagissent pas avec nous, s'ils interagissent pas avec le monde, ils apprennent pas ça naturellement. Donc ici, comme ressource, je vous dis, c'est très bien de travailler avec vos enfants à table. Par exemple, je vais montrer 2 petites cartes. Ici, j'ai pas de carte, d'objet, mais par exemple ici, je vais dire: «Ah, l'enfant, il dort. Est-ce que tu peux me montrer où c'est le lit de l'enfant? Où est le lit?» Donc on va montrer le lit. «Est-ce que tu peux me dire où est le miroir? Donne-moi le miroir». Donc ces façons de travailler avec l'enfant à table, elle est très importante. Vous pouvez commencer 10 minutes par jour, vous pouvez commencer 20 minutes par jour, 30 minutes, mais c'est très important que l'enfant, il puisse démontrer, en fait, ses connaissances par rapport à ce qu'il comprenne, par rapport à les objets, par rapport au monde. Donc, par exemple, attends, je vais voir si j'ai
un imagier ici un truc. Par exemple, ici, j'ai une activité de Francisco. Donc, je vais dire, Francisco, elles sont où les belles fleurs? Oh, des fleurs! Elles sont où? Donc, du coup, il va pointer le doigt. Après, ça, c'est peut-être plus difficile au début, mais on doit être capable de dire, par exemple, combien des mots mon enfant est capable de reconnaître en 10 minutes. Dans une activité de 20 minutes, combien de mots mon fils y parle, combien de mots mon fils identifie. Donc, travail des tables très important pour que l'enfant puisse faire les classes. Donc, celle qui me suit sur Instagram, je parle beaucoup des classes des stimulis. En fait, on commence par les classes des identiques. Donc, on montre par exemple une carte violette et on dit donne-moi l'eau violette. Parfois, on va travailler les classes des fonctions. Parmi plusieurs images, on va dire trouve-moi ce qu'on peut manger. Et l'enfant, il va prendre ce qu'on peut manger. Donc, après, on va voir les classes des couleurs. Est-ce que tu peux me donner tous les objets qui sont rouges? Et le travail des tables va donner du vocabulaire pour cet enfant. Il va aussi stimuler la communication avec nous, les parents. Mais il va donner aussi l'opportunité de l'enfant de suivre un ordre. Donc, je vais vous parler, on va travailler d'abord la communication non verbale avec le corporel et les pictogrammes. Et après, on va venir travailler avec l'enfant à table avec des cartes, avec des objets, avec des jouets, des petites figurines. Si vous avez des petites figurines aussi, c'est important. Et aussi, une chose que je trouve très important et qu'on oublie parfois, c'est les livres. Pourquoi les livres, ils sont très importants? Parce que les enfants autistes, ils adorent voir du détail. Ils adorent voir des dessins. Ils adorent voir des petites histoires, plein de choses. Donc, on peut aussi apprendre le langage en enfant avec les livres. On va dire où c'est le petit bonhomme, où est l'arbre, etc. Et on peut aussi essayer de raconter une histoire à cet enfant. Plus de temps l'enfant il reste dans l'histoire, plus il va apprendre en fait par rapport au langage, par rapport à l'ordre d'un discours, par rapport à la communication, en sachant que quand on va lire l'histoire à un enfant, on doit utiliser le langage théâtral. Ça veut dire exagérer beaucoup dans les expressions qu'on voit dans ces livres, dans les dialogues du livre. Il faut exagérer parce que comme ça, on va attirer l'attention de l'enfant. Je tiens le chien par la main, comme ça, pas dans les bras, parce que mon chien, elle va faire le bazar ici et elle va tout faire tomber mes lumières qui sont ici pour le live. Donc, pour vous donner une idée, j'ai un PDF pour faire cette partie des tables. Vous pouvez commencer par le livre Les classes des stimulis. Je crois qu'il coûte 6 € le PDF. Vous pouvez télécharger, c'est sur le lien d'Instagram. Vous pouvez commencer parce que c'est bien guidé, les classes et stimulis, la partie des travails à table. La Méhal, elle a dit qu'elle n'arrive pas à savoir si mon fils TSA non-verbal a une déficience intellectuelle. Très bonne question, très très bonne question, parce que pour savoir si votre enfant il est en déficience intellectuelle, je ne sais pas quel âge il a, mais pour avoir cette information, en fait,
le professionnel qui travaille avec lui, il va les faire passer il y a 4 ans, heu, il va passer par des tests. Donc des tests d'évaluation, pas évaluation sous l'autisme. Je parle pas de ça. Je parle des évaluations des comportements. Donc on va avoir le VB-MAP, on va avoir le portage et on va avoir, le, ABLS, le AFLS, le PRI3 PRIT 3 et en fait, par rapport à cette question des déficiences intellectuelles, il faut d'abord que vous essayiez de travailler certaines choses avec votre enfant, heu et son cognitif doit être testé. Par exemple, est-ce qu'il est capable d'apprendre, cet enfant? Est-ce que si vous jouez avec lui, il est capable de comprendre comment vous présentez en fait, les activités? Est-ce qu'il est capable de comprendre quand vous la racontez une histoire? Si vous montre des images, est-ce qu'il est capable de pointer les images? Et ça, en fait, on va réussir à savoir si on passe déjà le test, l'évaluation de développement et aussi la personne qui est responsable pour faire les activités avec lui, elle va tester les apprentissages et elle va voir si il est capable d'apprendre ou pas. Si tu veux, parler avec moi plus proche, non, je sais pas, c'est Saglam, Meral Saglam. Tu peux m'envoyer des messages sur Instagram ou sur WhatsApp et on pourra discuter un petit peu. Je peux essayer de t'aider par rapport à cette question. Parce qu'il faut savoir, s'il est vu par des professionnels, déjà, quand il passe le diagnostic de TSA, normalement il faut que ça soit décrit si c'est un autisme avec DI ou sans DI. Il faut passer par des interventions, par des professionnels, y essayer, y tester, y jouer avec l'enfant, y présenter des activités, y l'aider, y échanger avec lui. Parfois, ça va être juste, en détail dans le diagnostic. Si vous arrivez à bien travailler avec lui, peut-être qu'il va pouvoir évoluer. Il y a une autre chose aussi par rapport à la déficience intellectuelle, c'est que la majorité des cas des déficiences intellectuelles qui vient avec l'autisme, c'est quand le niveau des supports, c'est au niveau 3. Une autre chose que je trouve important de partager avec vous, c'est que aujourd'hui, dans les articles scientifiques, on parle de niveau des supports 1, 2, 3, mais on peut dire le niveau de support quand l'enfant, il a plus de 6 ans. Parce qu'avant 6 ans, il est encore en plein développement et peut-être qu'il va apprendre très vite des 5 à 6 ans, peut-être qu'il va apprendre très vite des 4 à 5 ans et on peut et peut-être à 3 ans, tous les enfants ont besoin de support. À 3 ans, il y a plein de besoins, donc on peut pas définir le niveau des supports d'un enfant, trop petit. Voilà. Donc, les ressources, comme je vous avais dit, il faut trouver une bonne support des pictogrammes et vous pouvez vous-même faire des pictogrammes pour aider votre enfant au début. Un autre support, c'est les supports pour travail à table qui du coup, vous pouvez choisir n'importe quel support. Moi, je dispose de livres arc-en-ciel et aussi de classes des stimulis que je trouve que c'est très intéressant parce que ça coûte pas cher et ça vous donne une base en fait de travail avec l'enfant. Là, en fait, on a vu les défis. On a parlé des défis de la frustration, on a parlé des défis sensoriels, on a parlé des défis, par exemple, d'écolalie tardive, on a parlé des défis d'un enfant qui respecte pas les règles à la maison, comme s'asseoir pour manger. Et ça, c'est une question aussi à travailler avec le langage. Euh,
On a parlé je vais vous demander si vous avez des questions par rapport au langage, qu'on puisse discuter encore un petit peu. Vous êtes tout à fait libre pour poser vos questions et voilà ce que j'avais préparé pour aujourd'hui. Si vous avez bien aimé le live, vous pouvez liker toujours. Je vais la laisser encore 24 heures disponible et bien sûr, si vous avez des questions, on a encore quelques minutes. Heu, En sachant que le domaine du langage, il est très complexe. Il est très complexe parce qu'on ne parle pas que de mots. Le mot, en fait, c'est la partie du langage, la dernière. Le langage, il est beaucoup plus complexe que ça. J'ai une question d'Anna. Elle m'a dit: «À partir de quel âge on peut diagnostiquer l'autisme et quelques signes qui peuvent nous alerter, s'il vous plaît, quand ils sont petits?» Ça, c'est une très bonne question. J'adore répondre les questions sous les bébés, sous les enfants petits. En fait, en général, on sait aujourd'hui qui dans ici en France, le diagnostic, ils aiment pas trop donner avant 24 mois. On sait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est préconisé dans le domaine de l'autisme? On a les signes de l'autisme dans le bébé, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois et on va pas penser au diagnostic tout de suite. On va amener cet enfant à une intervention précoce, qui c'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est l'intervention précoce parce qu'on a la neuroplasticité, le cerveau, il est encore capable de moduler, de développer des nouvelles connexions. Donc, si on se pose des questions, on agit, on va agir, on va proposer des activités à ces enfants, on va les stimuler avec le social, on va faire plein de choses, surtout guidés par un professionnel formé dans l'ABA, qui c'est la science aujourd'hui qui amène beaucoup des résultats. En fait, c'est la seule science qui amène des résultats euh, concrets d'intervention. Les principaux signes de l'autisme, ça dépend de l'âge de l'enfant, d'accord? Si c'est un enfant de 12 mois, on va dire que l'absence des babillages, l'absence des pointages de doigts, l'absence d'intérêt envers les papas et la maman, si cet enfant, il n'est pas intéressé par ses jouets, si quand on propose, par exemple, on fait un tour des cubes, que cet enfant, il s'amuse pas en train de faire tout tourner, il est pas content, il démontre en fait, il va pas montrer d'émotion. C'est un enfant qui regarde beaucoup ses mains, c'est un enfant qui fuit du regard. Si tu le regardes, il va tout de suite s'enfuir du regard. Mais c'est des enfants qui, quand ils sont stimulés, ils récupèrent en fait plein de choses de ça. Donc parfois, les enfants qui sont beaucoup stimulés depuis tout petit, même si on ne soupçonne pas de l'autisme, mais on a une famille qui stimule beaucoup le bébé, qui joue beaucoup avec le bébé, parfois, on va avoir des difficultés des diagnostics et du coup, des diagnostics et des suspicions et des perceptions. Du coup, c'est pour ça que la majorité des parents vont soupçonner à l'âge de 18-24 mois, que c'est le moment où normalement cet enfant il allait parler et l'enfant à risque d'autisme, il parle pas. Il parle très peu, il n'a pas envie de communiquer, il ne pointe pas de doigts et aussi il commence à avoir des intérêts restrictifs et il va jouer de façon, entre guillemets, «bizarre» avec ses jouets. Il va pas rouler la voiture comme ça, il va regarder les roues de la voiture. Heu
Il va pas, par exemple, prendre un crayon pour dessiner, il va préférer jouer avec les bouchons, par exemple, il va mettre dans ses doigts. S'il prend un livre, il va pas forcément avoir envie de tourner les pages comme ça. Il va se fixer parfois dans un seul objet d'une page. Il va vouloir regarder toujours la même image, la même page. Hem, Cet enfant, il peut avoir des retards moteurs, il peut marcher sous la pente des poids et il va pas forcément répondre à son prénom quand on l'appelle. Donc la première chose à faire, c'est voir si son addition, elle marche bien, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est amener vers l'orthophoniste pour voir si cet enfant, il a une question d'oralité. Donc, d'autres questions aussi qui vont impacter le langage, c'est aussi de bébé petit, c'est des questions d'oralité, hein, sensorielle de la bouche. Cet enfant il va avoir de la sélectivité alimentaire, donc peut-être qu'il va avoir faim. Donc un bébé qui a faim et qui ne sait pas communiquer qu'il a faim, ces bébés, il va être plus irrité, il va avoir de l'irritabilité et l'irritabilité, en fait, c'est aussi une barrière d'apprentissage. Cet enfant, il va pas être, un enfant qui est irrité, il va pas être intéressé dans les échanges et dans l'apprentissage envers l'autre. Il y a aussi les troubles de sommeil, donc c'est des enfants qui vont dormir peu ou presque pas, qui vont avoir des réveils nocturnes, mais pas un réveil, je me réveille, je me rendors. C'est vraiment, je me réveille, je reste réveillée 1 heure, 2 heures et je me rendors après. Donc voilà, la majorité des signes, des petits enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple, mon fils, il a commencé à parler à l'âge de 12 ans et 3-4 mois. Mais on a travaillé beaucoup, 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 beaucoup l'imitation depuis qu'il avait 14 mois. Donc à l'âge de 19 mois, il a parlé maman, papa, des choses comme ça. Mais vraiment parler des mots, parler, vocabulaire et cetera, c'était à 26 mois, je crois 27 mois. Et beaucoup de travail de table aussi, hein. Beaucoup de travail de table, beaucoup de chansons, heu, beaucoup d'activités, d'interaction sociale, des rigolades, des glis-glis, des bruits de bouche, hein, vraiment très intenses à la maison. Mon fils, il parle doucement, il veut pas écouter sa voix. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Merci. Hem, ça peut être une question sensorielle. Quand il a pas envie d'écouter sa propre voix, ça peut être une question sensorielle. Donc, vous pouvez trouver de l'aide avec l'orthophoniste aussi, avec une psychomotriciste. Moi, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Que vous pouvez travailler avec lui, en fait, avec des chansons. C'est une option. Vous allez chanter des chansons. Une autre option, c'est de faire des vidéos de lui-même. Heu, je trouve que vous pouvez trouver la solution en jouant à jouer et s'amuser avec votre fils. J'ai quelque chose ici que je pense que ça peut vous aider. Attends, je vais essayer de la récupérer ici. Regarde ça. Ça, c'est un objet que, j'ai acheté j'ai acheté pour mon fils à l'époque qui parlait pas encore, je crois. Et en fait, il y a plein de musiques qui sont déjà enregistrées dedans. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre les musiques qui sont déjà ici et vous allez danser Voodoo. Vous allez danser Voodoo avec la chanson qu'elle va chanter, la petite, il y a pas de pile. L'autre option dans ces jouets, c'est qu'on peut enregistrer notre voix.
Donc, on va enregistrer notre voix ici. Donc, toi, la maman, tu vas enregistrer ta voix, tu vas chanter quelque chose et tu vas allumer. Lui, il va entendre ta voix, il va trouver ça bizarre et vous allez danser et vous allez s'amuser. Après, à un moment donné, tu vas dire: «Écoute, maintenant c'est toi, on parle très doucement». Donc vous allez parler doucement, sauf que quand tu vas allumer, il va entendre quand même qu'il a parlé doucement et vous allez jouer: «Maintenant tu peux parler un peu plus fort, comme ça on va entendre». Vous allez faire ces jeux 3 fois par semaine. Il va peut-être trouver de l'amusement avec ces jeux-là. C'est une idée. Anna, elle demande comment apprendre un enfant à imiter, s'il vous plaît. L'imitation, c'est la base du langage. L'imitation, c'est la base du langage. Pour montrer à un enfant comment il peut imiter, d'abord, il faut qu'on l'imite lui. Donc, si mon enfant est ici, en train de jouer avec ça, il fait comme ça, moi, je vais m'approcher de lui et je vais l'imiter. D'abord, l'imitation corporelle. Donc, si on commence, par exemple, je sais pas, en fait, il faut commencer toujours pour ses préférences à lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme préférence. Vous allez évaluer qu'est-ce qu'il a comme préférence. À partir du moment où il est en train de faire quelque chose avec ses préférences, on va venir à côté de lui et on va l'imiter. Je vais essayer de voir si j'ai une idée ici par rapport à les préférences. S'il aime bien des chansons, est-ce qu'il aime bien des chansons? Notre façon de les faire imiter, c'est en face du miroir. Aonde está a cabeça? Où est la tête? Là, j'ai sorti le portugais. Où est la tête? Où est la tête? Donc l'enfant, peut-être qu'il va s'enfouter, il va sortir, etc. La tête. Piqui, 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 piqui. Et on fait des bruits. En fait, c'est toujours dans l'amusement. Il y a, vous avez posé la question sur l'imitation. Dans le livre magique Arc-en-ciel, on a le premier chapitre qui c'est que de l'imitation et on a des images en fait. On a des images, on a aussi des imitations par rapport à le yoga, des positions de yoga et on a aussi, des chansons. L'image de la chanson, la tête, épaules, genoux et pieds. Genoux et pieds. Ça, c'est une façon de faire l'enfant imiter et après il a les bruits des bouches aussi, les mouvements de bouche et cetera. Heu, je sais pas comment c'est ton prénom, Rochdi. Il y a une autre idée, si tu veux, tu peux parler avec moi parce que j'ai plein d'idées en fait, par rapport à qu'il aime pas écouter sa voix. Il y a des idées en fait, pour travailler avec lui. Là, je vous laisse, vraiment un conseil très important. Si vous avez la possibilité de trouver une personne formée ABA pour vous donner, un plan d'intervention, pour vous donner un plan de comment travailler le langage, pour vous guider dans les premières démarches de travail, je vous conseille vraiment de chercher ça. Moi, j'ai, je suis 3 familles en fait à, par rapport à la guidance parentale et et je trouve quand même que ces enfants, ils ont une évolution, heu, parfois ça dépend de l'enfant, mais ils ont une évolution guidée. Les parents, ils savent par où commencer et je pense que ça, c'est important. Donc trouver près de chez vous quelqu'un qui peut vous aider, en sachant que là, aujourd'hui, je vais vous présenter la live sur le langage. Si vous avez besoin du matériel pour travailler, donc le livre des Stimulis, Classe des Stimulis, le livre magique Arc-en-ciel. Il y a aussi la possibilité d'avoir une guidance parentale avec moi. C'est une guidance qui ça se passe en 3 rencontres pour des questions
ponctuelle ou pour le comportement actuel de l'enfant. Et à partir du 18 janvier, la formation ABA à la maison. On va avoir 10 rencontres, heu, 3 fois par mois pour, dérouler en fait la partie théorique et la partie pratique pour travailler avec l'enfant à la maison en utilisant les modèles d'intervention basés sur la science du comportement, Applied Behavioral Analysis, qu'on appelle ça ABA. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner un bon contenu aujourd'hui et on se retrouve, sur Instagram et sur notre, groupe, WhatsApp. Il est avec une psychomotricienne et orthophoniste. Combien de temps par semaine il est vu par l'orthophoniste? Combien de temps par semaine il est vu par la psychomotricienne? Et qu'est-ce qu'elles ont proposé à la maison pour vous aider? Qu'est-ce qu'elles ont proposé, comme, suivi pour vous, autant que parents à la maison? C'est ça la question qu'on doit se poser. Si vous voulez parler directement avec moi, on a nos groupes WhatsApp. N'hésite pas. Pour ce soir, je vous laisse et j'espère que vous avez bien profité cette live. Il y a encore une live disponible sur l'évaluation des enfants, du développement des enfants TSA, l'évaluation avant la prise en charge, avant l'application des objectifs. Elle est disponible ici sur YouTube. Voilà, bon dimanche à tous et toutes. On se voit sur Insta.